Thank you all. This is the session on land ownership, agriculture, and business. This morning we had a session on mining, and I think this this panel follows quite well from the discussion this morning. Just to say that we often associate Congo only with mining activities, the traditional extractives, especially in the east and eastern Congo, but increasingly land ownership and access is recognized as a key challenge across the whole country. And of course, there are linkages between extractives, insecurity, and land. And I mean the whole country, not just in eastern Congo. As some Congo observers will remember, in 2009, a dispute over access to fishing pools in Dongo, an important commercial and trade port in the Ubangi River in Equateur in Western Congo, which quickly metastasized into a national crisis requiring MONUSCO's intervention. So in this panel, we'll try to dig a bit deeper into the linkages between land and conflict, land and insecurity, access to forests, land for mining activities, and the growing conflicts over water and fishing rights. We have truly a distinguished panel with us this afternoon who can speak to these issues both from a perspective of entrepreneurship and practitioners, as well as from a research and evidence-based perspective. We have first with us Monsieur Roland Muhima, who is an agribusiness entrepreneur and a former director for Eastern DRC at the Elan Project, a market development project in Congo working to tackle the causes of market failures in the DRC. We have Mr. Kalampinga, an entrepreneur and investor with more than 30 years experience in investing in agriculture, engineering, and construction, mining and metals, and infrastructure development throughout the African region. We have with us Professor Emery Mudinga, a lecturer, researcher, and consultant based at the Institute for Rural Development Studies, ISDR, in Bukavu, South Kivu. His research focuses on land grabs dynamics and peasant resistance in Africa, armed groups dynamics, and resource conflicts. We also have Professor Koen Vlassenhout, who's professor and director of the Conflict Research Group at Ghent University in Belgium. Koen is a leading scholar of land conflicts in Congo. And we also have coming back for a repeat performance, we're grateful for this, Monsieur André Wameso, Deputy Chief of Staff of the President of the DRC in charge of economic affairs. Je vais quand même dire un certain nombre de choses sur la question foncière parce que je pense qu'il est important de se questionner comment aborder la question foncière aujourd'hui, surtout en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Et donc, premièrement, je pense qu'il est très important déjà d'aborder la question foncière à partir de sa triple dimension. Pour moi, d'abord, la terre comme le support d'une activité économique, ce qui nous nourrit en fait, ce qui fait que on peut cultiver dessus pour nous nourrir, pour vendre, pour scolariser nos enfants, etc. Et donc, ça, c'est une dimension importante et c'est une des raisons pour lesquelles les gens se battent, parce que les gens se battent pour manger. Et d'ailleurs, dans les discussions sur la réforme foncière, il y a eu trois éléments qui sont revenus dans la devise pour dire que nous devons aujourd'hui envisager la terre pour nous nourrir, la terre pour nous enrichir, la terre pour nous unir et non pour nous diviser. Donc ça, c'est vraiment trois éléments qui sont importants à partir desquels on pense la question foncière aujourd'hui en RDC. Alors, deuxième dimension, c'est la terre comme territoire. Hein?
les gens ne s'identifient pas à la terre simplement comme support d'une activité économique, mais ils s'identifient à la terre comme étant un territoire. Alors ça devient une dimension politique de la terre qui fait que, par exemple, si on prend les cas des peuples autochtones, par exemple, lorsqu'ils parlent de terre, ils ne l'envisagent pas sous un format économique, mais sur un format plutôt politique, c'est-à-dire comme un territoire. Et ça, c'est un élément très important, même quand on parle des forêts ou quand on parle d'autres choses. Et il faut savoir que quand on parle de terre comme territoire, on convoque ici des questions d'identité. Les gens s'identifient par rapport à une terre et donc par rapport à un territoire donné. Et toutes les tentatives qui voudraient leur limiter l'accès à cette terre sont souvent analysées comme étant des tentatives qui veulent leur priver d'un droit politique, d'une appartenance politique à un espace donné. Et donc ça, c'est une autre manière d'envisager la terre. La troisième dimension, c'est la terre comme étant une structure structurante. C'est-à-dire la terre met en relation des individus avec d'autres individus autour des droits, autour de l'exploitation, autour de l'accès, autour des allégeances réciproques. Et donc, c'est ça, c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de la terre comme un objet social. Et ça, c'est un élément très important et c'est ce qui est en train de manquer aujourd'hui parce qu'avec la forte marchandisation de la terre, la dimension de la terre comme étant un objet social commence à céder la place à la terre comme étant une commodité ou une marchandise ou quelque chose qu'il faut vendre. Et ça pose un sérieux problème. Et donc, je pense que ça, c'est une première façon d'envisager la question de la terre en ce qui concerne la RDC. Mais la deuxième chose qu'il faut connaître pour ce qui est de la terre en RDC, c'est qu'aujourd'hui et depuis des années 90, la terre est devenue une des sources principales des conflits et des violences en RDC. Et donc, on ne peut plus, il devient de plus en plus difficile d'analyser les questions de violence, les questions de conflits violents en est de la RDC en les séparant de la question foncière. Parce que, on a vu beaucoup de milices ou des groupes armés se développer sur des fonds identitaires, mais qui vont revendiquer la question territoriale, qui vont revendiquer la question d'accès et de contrôle des ressources naturelles. Donc, la terre aujourd'hui, ou en tout cas depuis les années 90, est devenu un des éléments principaux de la conflictualité en RDC et il est important de le savoir comme ça, que ce soit du point de vue des chercheurs, que ce soit du point de vue des investisseurs, mais aussi du point de vue des politiques. La troisième chose, et là j'insiste beaucoup sur cette question, je pense qu'il faut faire attention d'analyser la terre ou les problèmes fonciers en dehors ou en tout cas en déconnexion avec les autres ressources naturelles. Par exemple, on sait qu'il y a toute cette conflictualité entre les codes miniers et les codes fonciers, même si, évidemment, on essaie de trouver des passerelles avec la nouvelle loi minière. Mais il faut savoir que lorsque on s'accapare de la terre d'une personne ou d'une communauté, il est donc possible qu'on s'est accaparé aussi des minéraux. Il est aussi possible qu'on s'est accaparé de l'eau. Il est aussi possible qu'on s'est accaparé de la forêt. Et donc, la terre en tant que telle devient un élément qui est en relation, une ressource qui est en relation avec d'autres ressources, du fait que les conflits qu'on observe au niveau du foncier, ils vont avoir un effet sur les conflits miniers, sur les conflits, sur l'accès à la forêt, etc. Et donc, même dans les processus de réforme aujourd'hui, on est dans un processus de réforme foncière actuellement, même dans ce processus, je trouve qu'on ne peut pas, que ce serait une erreur en fait de considérer la terre comme étant une ressource isolée des autres ressources. Donc il faut l'envisager en interaction, en connexion avec les autres ressources, ce qui fait que même dans la réflexion sur les législations, on doit tenir compte de cette complexité-là. Voilà globalement quelques trois remarques que je voulais donner dans ces débuts de conversation. Ça fait un lien par rapport aux discussions
de ce matin sur le secteur minier. Pourquoi ça fait un lien? Parce que dans la vision du président de la République, le Congo doit arriver à ne plus être complètement dépendante de son secteur minier où j'ai pu démontrer qu'elle ne tirait que très peu de ressources, mais devrait s'appesantir pour son développement plus sur le secteur agricole. M. Mpinga a rappelé de manière fort utile que le Congo était un pays qui était un des leaders dans la production de beaucoup de variétés de produits agricoles il y a de cela 40 à 50 ans. Et le président l'appelle, cette vision-là, la revanche du sol sur le sous-sol. Vous savez que nous avons eu pas mal de conflits dernières années. Ce n'est pas tant à cause des conflits, on va dire, fonciers, qui ont toujours été plus ou moins résolus par l'État par le passé, mais les vrais conflits qui ont endeuillé notre population et qui continuent à laisser la partie est de notre pays dans une grande insécurité, c'est lié aux mines, lié à l'exploitation des minerais, parce que la population congolaise qui est recrutée pour intégrer des groupes armés qui souvent occupent des sites miniers n'ont pas de travail, n'ont pas de revenus et ne savent pas assurer un avenir à leurs enfants. Alors que, en même temps, le Congo, c'est 80 millions de terres arables et 40 millions irrigables. Donc, on a un potentiel énorme de pouvoir donner du travail, nourrir non seulement la population congolaise, mais une grande partie de l'Afrique grâce à l'agriculture. Donc, c'est un enjeu majeur. Et pour le président de la République, l'agriculture doit se construire autour de deux visions. C'est la vision, je veux dire, expliquée par Emery et ensuite renforcée un peu plus par Roland, c'est que ça doit d'abord partir au niveau des communautés. Parce que ce sont les communautés qui sont les propriétaires, on va dire, ancestraux de ces terres-là. Mais ce dont ils ont besoin, justement, pour l'exploitation agricole de leur espace naturel, ce ne sont pas de vastes étendues. Il faut aller les soutenir pour de la production agricole pour leurs propres besoins et pour leur garantir un surplus en termes de production à vendre pour qu'ils gagnent de l'argent. Mais ce ne sont pas eux qui vont exploiter les grandes étendues agricoles. Et pour ça, nous avons besoin des investisseurs comme M. Mpinga, qui vont exploiter de grandes étendues de terre pour pouvoir produire des denrées agricoles dont le monde a besoin pour
vise à notre pays et puis pour rééquilibrer la balance commerciale qui aujourd'hui est largement déficitaire. Donc, vous comprenez de cette stratégie-là, ce que je veux dire, c'est que nous avons une chance extraordinaire, c'est que nous avons 2 345 000 km² pour environ un peu moins de 100 millions d'habitants. Donc, il y a de la place pour tout le monde. C'est vrai que la partie Est est très densément peuplée, mais encore une fois, il y a possibilité pour ces habitants d'organiser de manière rationnelle le foncier pour éviter les conflits. Donc, vraisemblablement, tout ça nous emmène à une responsabilité très grande en tant que dirigeants, c'est de penser autour de l'agriculture, d'abord à l'infrastructure, pour permettre à ce que ces produits agricoles soient évacués vers les centres de consommation et vers les centres d'exportation. Il faut penser à l'énergie, parce que il ne faut plus qu'on fasse de l'agriculture uniquement de consommation, mais c'est aussi une agriculture de transformation et de produits manufacturés. Et pour ça, il faut installer des usines, lesquelles usines ont besoin d'énergie pour pouvoir fonctionner. Donc, si on voit ça dans un tout, je veux dire, à côté du secteur minier, le Congo peut tirer son épingle du jeu grâce à l'agriculture, mais il faut que tout ça soit justement articulé de manière rationnelle et efficace pour permettre à ce que ce pays sorte de ces crises, je veux dire, à répétition, et que le pays puisse aller de l'avant. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Amesso, pour ces paroles. Je vais tourner maintenant, je vais poser quelques questions à nos panélistes. Let me continue in English for our interpreters. And let me direct this to Monsieur Mpinga and Roland and André Amesso. I think, Kala, you mentioned the need for infrastructure. I think you said the state is not there, that it's the private sector that's generating electricity, that's generating employment. There was a land reform policy that was initiated under President Joseph Kabila. Perhaps the three of you could speak to what the status of that land reform process, where that is today, and also what role the private sector can play in this reform process. I think a number of you have also mentioned that local entrepreneurs and local initiatives in agriculture can be harnessed for development and also for security. But could you reflect a little bit on this reform process, where we are, and the role of the private sector? Maybe I can bring it back to Kala Mpinga to get us started. Yeah. Look, I think much land we are talking about. Under President Kabila, they did a change in the agriculture. And the main focus and the main controversy around was that was one of the articles, I think 60, yeah, that sort of said that only these nationals
more than 51% any type of agribusiness. There has been since then a lot of there's been discussion for the also about changing the law and reviewing that particular clause in the agricultural law. So I wouldn't call this a land reform, but it's more putting together a law that will encourage investment in the agricultural sector. Now, I have to declare my interest in the sense that I have actually never liked the previous law, and I don't like the new proposed law either. Because you know, coming from the mining sector, I was involved in the drafting and the conceptualization of the first mining law. And I was able to see the extent to which it actually re-energized the mining sectors. I'm not saying that that law was perfect, but certainly it made a fundamental change because it put together a framework where all the various stakeholders could recognize themselves and move forward. Now, the problem in the agricultural law as it is today is, you know, for example, I think it was Roland who mentioned that the law in its current form, or even in its envisaged form, does not really address where or what do you do with indigenous or autochthonous land right and title. It doesn't really define what the relationship between large landowner and small landowner, doesn't really distinguish or create space for what I would call small-scale farming versus large-scale farming. And it doesn't really address, I mean, I'm not going to get into the fiscal issues, the issue related to infrastructure, but another very interesting characteristic is the agricultural law does not really define which government entity is ultimately responsible for policing land issues. It's not very clear what's the difference between the Minister of Agriculture, the Minister of Land, the Minister of Environment, the Ministry of Forestry, and all these are overlapping industries, you know, and then there is no clear definition, and that to me in itself is at the center of conflict in all sorts of ways. So look, I think the law is still being under review, and I have been an advocate that before the law is tabled into Parliament, we should have what you call in French an état généraux de l'agriculture, you know, a conference or a get-together of the various stakeholders in the sector, which is what happened 30 years, no, 25 years ago in the mining sector, you know, so that there is a national and a general consensus of what are going to be the basic principles that are going to govern agriculture going forward. Look, as far as the private sector, the only other comment I will make is because of its size, during, I think, and maybe Koen make some comment, unlike the other African countries where I've worked, agriculture in Congo was not built
around small-scale farming. Because of infrastructure and logistical issue, when somebody was sitting in the middle of Equateur, 1,000 kilometers from anywhere, you needed scale. So the focus in the agriculture was never really to promote small-scale farming. Unlike West Africa, East Africa, where you have a lot of communal development, it was really somebody is given, 100,000 hectares in the middle of the forest and was left on his own and basically did whatever he had to do. So there was never really an effort, or there's never really been a law or a policy or a framework that sort of either force or encourages people who are farming in large scale to incorporate or make small scale operator and community communities to participate in that effort. And I must confess to you that one of my biggest challenge today as an actor in that sector is precisely that. Because we are the only people who have relevant infrastructure, everybody wants to converge where you are, whereby we should be given incentive, and somehow we need to find a framework to work with the government so that we can encourage community development, small-scale farming, but at the point of origin. And I think, finally, as Mr. Wameso said, I see this quite often in the plantation. People are growing a lot of food, but it just sits there. There's nobody to buy it. And if there is somebody to buy it, there is no infrastructure to bring it to Kinshasa, or the logistical channels are just absolutely phenomenal. So, it is a challenge, but I think it's possible to do it. And my experience is people in the remote areas are very eager to work, and they are very eager to develop sources of income. And we're very lucky. We don't have climatic issues, we don't have land issues, and we have actually a fairly large, young and willing workforce. Thank you. So I think we are definitely out of time. Let me just say a quick thanks from me to all of our panelists and all of our participants. It's been a great pleasure.